Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce début de nouvelle année, pour la troisième conférence de notre cycle sur les nabis, qui sera consacrée à Bonnard, le nabi japonard. Alors, quelques mots sur notre conférencière du jour, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de participer à notre ambitieux cycle de conférences sur les nabis. Je la remercie d'autant plus d'avoir accepté dans ce contexte de présentation à distance via la webcam, dispositif auquel on n'arrive pas à se faire, mais dont on ne peut que se réjouir en remplacement de notre frustration actuelle avec les lieux culturels fermés. Alors, quelques mots sur Véronique Serrano. Après avoir exercé de longues années au musée Cantigny à Marseille, Véronique Serrano a pris la direction du musée Bonnard en préparation, donc en 2009, où elle est conservateur en chef depuis, donc le musée Bonnard au Canet, sur la Côte d'Azur, musée dont elle a présidé l'ouverture en 2011. Elle y développe sa passion pour l'œuvre de Pierre Bonnard, qui est un artiste inclassable, on peut l'affirmer. Elle a initié d'ailleurs de nombreuses expositions qui permettent de repenser le positionnement de Pierre Bonnard au sein de l'histoire de l'art moderne et des expositions qui permettent aussi de mieux comprendre son influence sur l'art de son temps, mais aussi sur l'art jusqu'à nos jours. Elle a été commissaire de nombreuses expositions, alors j'en citerai quelques-unes. La première, c'est l'exposition inaugurale du musée Bonnard, donc à l'été 2011, Bonnard et le Canet dans la lumière et la Méditerranée. Je me rappelle très bien aussi de l'exposition Bonnard entre amis en 2012. J'avais eu la chance d'aller avec Claire Denis à l'inauguration et j'en garde un merveilleux souvenir dans ce site assez extraordinaire. En 2013, le nu de Gauguin à Bonnard, Ève, icône de la modernité, donc toujours des sujets à la fois originaux, pertinents et en même temps intéressants pour le grand public. En 2014, Les Belles Endormies. Je pense aussi à l'exposition de 2016 Entre chiens et chats, Bonnard et l'animalité, qui a beaucoup marqué les esprits, avec toujours des beaux catalogues aussi pour accompagner ces expositions. Et encore en 2018, Inspirante, inspiratrice, Les passions croisées. Alors là aussi, les amours des artistes, c'est toujours assez fascinant. Alors, elle collabore à des projets au niveau international. En dernier lieu, une exposition avec le musée Mitsubishi à Tokyo en 2020, Enfance rêvée, Bonnard, les nabis et l'enfance. Donc, une exposition qui n'a malheureusement pas pu être présentée au musée du Canet en raison de la pandémie, mais qui est reprogrammée à l'été 2022, sauf nouveau contre-ordre. Son exposition Trésor Nabi du musée d'Orsay devait être inaugurée le 18 décembre dernier. Elle ouvrira au public quand les consignes gouvernementales le permettront. Donc on attend là aussi l'événement. Et nous espérons qu'en mai prochain, la crise sera derrière nous et que nous pourrons être tous présents pour l'inauguration des 10 ans du musée Bonnard qui seront célébrés comme il se doit au Canet. Alors, je vais donner j'ai déjà trop parlé, je vais donner la parole à Véronique pour nous parler de Pierre Bonnard, le Nabi japonard. Merci. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très honorée d'avoir été invitée à parler de Pierre Bonnard dans le cadre de ce cycle sur les nabis. Et je remercie bien évidemment l'Université libre de Saint-Germain pour son accueil. Et je remercie en particulier Fabienne Stahl pour en maître de cérémonie et puis d'avoir initié ce cycle et puis aussi pour la qualité de ses interventions. Alors comme beaucoup, je suis un peu décontenancée d'avoir à parler depuis chez moi et devant ma webcam et j'espère que j'arriverai à établir malgré tout comment dire, un contact avec vous. Alors, sachez que je ferai nécessairement l'impasse sur des aspects importants de l'œuvre, car il est difficile d'aborder tout l'ensemble de la carrière de Bonnard dans le temps imparti. Donc, commençons d'ores et déjà. Donc, pour commencer, Bonnard est né en 1867 dans la région parisienne et meurt au Canet dans les Alpes-Maritimes en 1947. Et vous avez là une image de Bonnard très jeune. Et c'est là qu'aujourd'hui, comme vous l'a dit Fabienne, se dresse un musée qui lui est consacré et qui fêtera ses 10 ans cette année.
Et vous verrez que sur l'arc de 60 années de carrière, Bonnard a emprunté une voie différente des principaux acteurs des avant-gardes, hormis cet épisode assez court des Nabis, qui voulaient tout oser, selon la formulation de Paul Gauguin. Et donc, pendant longtemps, on a réduit l'œuvre de Pierre Bonnard à cette attache qu'il a avec la fin du 19e siècle et avec le groupe des Nabis. Et cette fameuse allitération que l'on doit à Félix Fénéon, Bonnard très japonard, qui est devenu sous la plume de Thaddée Nathanson, le Nabi très japonard. Il faut bien constater que Bonnard a été très peu de temps Nabi au sens strict du terme, hein. Maurice Denis, d'ailleurs, le peint dès 1900, un peu à l'écart, que vous voyez ici, Bonnard est ici, comme détaché dans son hommage à Cézanne, où il réunit les principaux membres du groupe, tout en restant très lié par l'amitié avec l'ensemble de ses amis, principalement Maurice Denis ou Vuillard, d'ailleurs, qui lui écrivait à la fin de sa vie, en 1940, « Si je vous écrivais chaque fois que je pense à vous, à notre passé, à la peinture, etc., vous auriez une bibliothèque à compulser. » Donc, je souhaiterais également, pour cette petite intervention, également m'appuyer, et ça va de soi donc, sur cette autre déclaration que l'on doit à Maurice Denis, qui dit tout de la perception que l'on a de l'œuvre de Bonnard en 1943, dans un article qui paraît dans la revue Le Point, qui n'a rien à voir, imaginez, avec celle d'aujourd'hui, mais elle est très réelle. Vraiment, ainsi il est admiré des fous comme des sages. On ne se lasse pas de voir des bonnards, on ne se lasse pas non plus de les discuter. Il est le régal des délicats et la curiosité des esthéticiens. Il charme, il déconcerte, il scandalise. Tantôt sa peinture se livre sans réticence à notre plaisir et tantôt elle se ferme, résiste à l'exégèse du public. Elle est tantôt naïve et tantôt complexe et raisonneuse. Alors, bien sûr, il faut bien dire que Bonnard a entretenu d'intenses relations avec les peintres de son époque, ceux de sa jeunesse comme ceux de sa maturité, et tous ont conservé un regard vraiment affectueux sur l'homme et admiratif sur le peintre. Alors que ce soit des relations de travail ou de simples relations amicales, Bonnard appréciait particulièrement les contacts et plus encore avec ceux qui partageaient sa passion pour la peinture. Alors, je peux vous renvoyer à une exposition que nous avions organisée en 2012 et que Fabienne a notée tout à l'heure, qui s'appelait Bonnard entre amis, pour celles et ceux qui voudraient approfondir. Alors, je ne reviendrai pas sur les détails de la formation du groupe Nabi, qui a déjà été présenté de manière brillante par Fabienne Stahl et Claire Bernardi. Toutefois, il est important de rappeler que ce cercle de jeunes camarades auquel Bonnard est affilié est né en 1888 et se constituait de 12 membres aux personnalités très différentes, hein, que ce qu'étaient Bonnard, Maurice Denis, Ripple-René, Sérusier, Vuillard et Roussel, par exemple, et qui étaient ses amis les plus proches. Et c'est l'histoire de jeunes peintres qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école, au lycée Condorcet, à l'Académie Julian et autour de la Revue Blanche. Vous en voyez un ensemble ici. Et avant d'être un courant artistique, donc c'est une histoire de rencontre, d'amitié et de regards croisés. Et malgré, si vous voulez, leurs différences d'approche ou de caractère, ils ont tous fait corps autour d'un projet artistique que l'on pourrait résumer ainsi à travers des propos radicaux de Vercade, qui était surnommé le Nabi obéliscal à cause de sa grande taille, alors qu'il disait, je lis, hein, plus de tableaux de chevalet, à bas les meubles inutiles, la peinture ne doit pas usurper une liberté qui l'isole des autres arts. Il n'y a pas de tableau, il n'y a que des décorations. Et c'est vraiment les nabis veulent faire, si vous voulez, éclater le cadre étroit de la peinture de chevalet et la débarrasser du carcan académique qui l'étouffe,
en l'éloignant de la vraisemblance. Alors, ils ont tous des projets pour s'ouvrir à différentes formes de création d'esprit, comme vous avez ici les images de mobilier. Alors, ils font bien sûr de la peinture, des arts décoratifs, de l'illustration et des affiches, du décor de théâtre et du mobilier, comme ici. Et comme vous voyez dans ces trois beaux exemplaires de mobilier, d'un buffet pour lequel Bonnard avait répondu à comment dire, un concours pour les arts décoratifs en 1891. Et vous voyez à la fois la simplicité, mais aussi l'influence du japonisme, l'entrelacement, l'arabesque de certaines formes, notamment sur le mobilier de droite, où l'on voit styliser deux chiens qui s'entrelacent. Et bien sûr, ce sont des thématiques qu'il explorera dans sa peinture. Ici aussi, un autre exemplaire que vous connaissez peut-être, puisqu'il se trouve au musée de Saint-Germain-en-Laye, pardon, et qui est justement le plan, l'organisation spatiale de ce mobilier dans l'espace. Alors, les nabis revendiquent l'autonomie de la couleur qui est utilisée en aplat et de la ligne arabesque, l'absence de perspective, comme vous voyez, l'utilisation d'un ton pur qui les caractérise. Alors, dans une lettre à son père que je vous ai presque intégralement reproduite ici, mais que je ne vais pas toute lire, vraiment, Bonnard montre son engagement auprès de son père. Elle est de 1888 et on perçoit vraiment la détermination du jeune homme qui est la sienne et du soutien de ses parents, même si son père a été plus mesuré. On connaît l'engagement et le soutien de sa mère, mais celui de son père était un peu moins connu puisqu'il était, comment dire, fonctionnaire au ministère de la guerre et il avait de cesse que son fils ait une situation stable. Et la vie d'artiste n'est pas vraiment d'une grande stabilité quand on se place du côté des parents. Donc je vous lis juste un extrait qui est intéressant, mais alors attendez que je vois l'extrait. Voilà, les études de l'enregistrement sont purement pratiques. Hors du bureau, il n'y a plus aucune espèce de travail ni de responsabilité. Il n'y a donc pas de danger que mes goûts d'art portent préjudice à ma situation. En somme, pour le moment, tout est mieux. Dans le meilleur des mondes, je suis heureux pour toi et pour moi d'être débarrassé du souci de mon avenir et en te remerciant de m'avoir toujours fait entendre la voix de la raison. Donc, on comprend très bien à travers cette lettre que le père et le fils ont trouvé une sorte d'entente, un compromis qui permet à Bonnard de continuer néanmoins ses études, à la fois ses études de droit, puisqu'il devait avoir devenir avocat, et en même temps ses études à l'école des Beaux-Arts ou à l'Académie Julian. Donc Bonnard n'a que 22 ans en 1889 sur ce premier autoportrait, mais sa posture affirme sa volonté, comme vous le voyez, elle est axiale. Un jeune homme décidé vraiment à vivre la vie d'artiste, malgré son allure de notaire, vous l'avouerez, il a le regard pénétrant, tenant ses pinceaux à la main, tout comme Maurice Denis, dont vous voyez l'autoportrait à la même année. Et ils sont témoins de leur époque et ils ont assisté à la fin de l'impressionnisme et au développement du néo-impressionnisme et du symbolisme. Et vous voyez dans cette autre image qui représente Bonnard, c'est un portrait par Vuillard, vous voyez comment Bonnard a exactement la même allure, il a aussi toujours le pinceau à la main, et c'est vraiment dans cette représentation de l'identité de l'artiste qui est intéressante de pouvoir relever dans une technique très expressive et rapide. Mais je vais rester un peu plus longtemps sur cette œuvre, hein, qui est l'image de l'affiche France Champagne, parce que c'est son premier coup d'éclat. Et sans doute aussi ce qui donne le vrai départ de sa vie d'artiste, est bien cette affiche réalisée pour la maison France Champagne. Et il gagne enfin, grâce à celle-ci, ses propres deniers avec cette commande, et il touche environ 100 francs, ce qui peut paraître peu aujourd'hui, mais qui était assez important à l'époque. Et d'après sa mère d'ailleurs, son père aurait dansé dans le jardin dès qu'il a su que son fils avait cette première réussite, et puis du coup, il l'autorise réellement à se consacrer à sa passion. Et il faut aussi noter que cette affiche est son premier travail d'estampe, donc c'est une première expérience. Et Bonnard, pour cette image assez dynamique, prend pour modèle sa cousine Berthe Gédelin.
Et les carnets de Bonnard de cette époque fourmillent réellement de croquis au crayon ou à l'encre de sa cousine bien-aimée, donc bien-aimée parce qu'il en était amoureux, au tempérament rieur et mutin, comme vous pouvez le voir ici. Elle est à cette époque, avec sa sœur Andrée, le sujet féminin réellement de prédilection du peintre, avant qu'il ne rencontre Marthe quelques années plus tard, en 1893. Et d'ailleurs, Berthe est encore le modèle de cette œuvre que vous avez présentée, Fabienne, lors de l'introduction de ce cycle, et qui était une des œuvres qui avait été présentée pour la première fois à l'exposition du château de Saint-Germain, où étaient présentés les nabis. Alors, donc, je reviens à cette affiche, donc à sa tonalité et à sa composition qui sont réellement novatrices et qui remportent un rapide succès. Et le célèbre acteur Coquelin-Cadet, ami d'Aurélien Pau, désire en avoir une, alors que le critique de l'époque, hein, Félix Fénéon, qui n'est pas encore le directeur de la galerie Bernheim Jeune, relève son originalité dans une revue qui s'appelle Le Chat Noir, celle-là même où il avait surnommé Bonnard de Nabi Japonard. Alors, encore une fois, Bonnard a choisi de représenter sa séduisante et pétillante cousine, une coupe de champagne à la main, dans une audacieuse composition. Vous voyez comment la mousse déborde et coule à flot, au point de couvrir le tiers de l'affiche, qui va lui permettre de poser son texte sur la surface blanche. Et ce qui est nouveau ici est le parti pris pour des couleurs simplifiées. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un parti pris propre à tous les nabis, sans modeler la sinuosité de l'écriture titre, hein, France Champagne, comme celle de la figure féminine qui marque déjà son vif intérêt pour les estampes japonaises qui commencent à être en vogue. Et à cela s'ajoute aussi le large cerne noir, hein, qui montre la suprématie aussi du dessin arabesque et qui cloisonne réellement chaque élément dans un jeu d'arabesque auquel le peintre restera sensible durant toute sa période nabi. Mais le comble de ce succès, en dehors de son attrait financier qui lui permet de gagner sa liberté, comme je l'ai dit précédemment, est son impact moins connu sur Toulouse-Lautrec. Et plusieurs témoignages, dont celui de Bonnard lui-même ou de Thaddée Nathanson, relatent le choc reçu par Toulouse-Lautrec à la vue de cette affiche. Et Bonnard donc, le présentera à son imprimeur, qui s'appelle Édouard Dancourt, dont le nom d'ailleurs est écrit sur l'affiche elle-même. Et donc, vous voyez, Lautrec sera convaincu par les possibilités créatives de l'affiche et se tournera, avec le succès qu'on lui connaît, vers des domaines d'abord pour le Moulin Rouge, mais aussi pour la Revue Blanche, hein, qui est un nouvel organe de presse dirigé par les frères Nathanson, et dont vous voyez ici deux affiches, l'une à droite réalisée par Toulouse-Lautrec, donc au début, quand il prend part à la nouveauté pour lui, qui est la lithographie sur papier, et une autre affiche de Bonnard pour la Revue Blanche également, où l'on voit vraiment aussi son sens créatif, utilisant des formes en silhouette principalement, et la répétition du mot la Revue Blanche, qui est vraiment très communicante pour parler un langage d'aujourd'hui. Encore une autre affiche importante de Bonnard, hein, parce que, si vous voulez, c'est la Revue Blanche, mais aussi Ambroise Vollard a poussé les artistes nabis à réaliser des lithographies, hein, qui permettaient de diffuser plus largement leur œuvre. Alors, pour revenir à l'année 1891, donc celle de l'époque de la Revue Blanche, l'année 1891 est particulièrement marquée par une intense période de travail pour le jeune artiste qui participe pour la première fois au Salon des Indépendants. Et conscient de l'importance de ce premier salon, le jeune peintre qu'il est, plein d'enthousiasme et dans l'effervescence créatrice du groupe, il se lance dans la réalisation de tableaux ambitieux, au style de plus en plus synthétique et japonisant, comme vous en avez ici un très très bel exemple.
qui s'appelle donc Les femmes au jardin et qui est conservé au musée d'Orsay. Aussi, il n'expose pas moins de 5 peintures et les 4 panneaux donc, de ces fameuses femmes au jardin qui constituent, si vous voulez, son premier ensemble décoratif. Et la thématique des femmes au jardin est récurrente dans l'œuvre de jeunesse de Bonnard. Sa sœur Andrée et sa cousine Berthe sont encore les modèles principaux de l'ensemble et elles apparaissent dans la quasi-totalité des œuvres qui évoquent les promenades au jardin et qui marquent de son attachement à une vision vraiment arcadienne du monde, dont il a très tôt conscience, mêlant l'homme et animal, si vous voulez, dans une composition de nature luxuriante, comme vous voyez ici, même si elle est formidablement stylisée, qui deviennent sous son pinceau d'une grande stylisation. La végétation devient justement des éléments décoratifs. Vous voyez que dans ce premier portrait de sa sœur, qui est daté donc de l'année précédente, 1890, vous voyez le chemin parcouru entre ces deux œuvres, en quelques mois seulement, mais déjà ici dans ce tableau, Bonnard casse les codes réellement conventionnels du portrait en pied. Il renouvelle le genre par le format très vertical déjà, directement inspiré des feuilles d'un paravent et qui surprend par sa modernité. Mais pour revenir à cet ensemble, c'est l'une des œuvres phares vraiment de cette période et il marque l'intérêt, donc je le répète, pour le japonisme et dont les formes sont vraiment diffusées par la galerie Siegfried Bing, mais aussi par la revue Le Japon artistique que tous lisent régulièrement. Et il adopte ici le format en hauteur des kakemono, qui sont des peintures volantes sur soie ou sur papier, ainsi que des paravents orientaux. Alors, ces panneaux, au départ, sont exposés sous le titre assez vague de panneaux décoratifs 1, 2, 3, 4. Et la même année, ils seront exposés à la galerie Le Bar de Bouteville, qui est une galerie qui soutiendra de manière extraordinaire le groupe. Et donc, c'est important pour lui. C'est le signe que cette œuvre est réellement importante, ne serait-ce que par sa dimension. On connaît d'ailleurs une maquette à la Détrempe qui est conservée aujourd'hui à la Kunsthaus de Zurich ainsi que des dessins préparatoires. Parce que Bonnard a dessiné très tôt, c'est vraiment engagé dans le dessin et le travail de la ligne a souvent été important, sauf à une période où la couleur l'avait un petit peu submergé. Donc au départ, Bonnard prévoit la réalisation d'un paravent. Toutefois, vous voyez, là, les œuvres ne sont pas montrées en paravent, mais en panneaux séparés. Toutefois, le 13 mars 1891, c'est-à-dire quelques jours avant l'ouverture, il confie à sa mère, qui est réellement sa confidente et son soutien, comme je le disais tout à l'heure, et il lui écrit que le paravent est démoli. Il est obligé d'en faire des panneaux séparés parce que c'est trop tableau pour un paravent. Donc, si vous voulez, ce volte-face bien compréhensible pour un jeune peintre est au cœur d'une problématique sur laquelle les nabis réfléchissent vraiment intensément ensemble entre peinture décorative et objet de décoration, qui fera d'ailleurs l'objet, je crois, d'une intervention d'Isabelle Kahn. Alors, il faut bien dire que même s'il réalise vers 1889 un étonnant paravent à 6 feuilles, dont je ne vous ai pas montré d'image ici, Bonnard, au moment de travailler aux femmes au jardin, n'a pas encore pris ses marques entre le tableau autonome et le paravent. Et d'ailleurs, le côté trop peinture de ce célèbre peignoir de 1892 reste également un panneau isolé, tout comme l'enfant au seau, qui sera désolidarisé d'un autre paravent. Et donc, la complexité, si vous voulez, de l'artiste est le statut de l'objet même. À la fois une pièce de mobilier utilitaire, décoratif et peint. Et l'emploi de la technique à la détrempe atteste bien que le souci de départ était décoratif. Vous voyez comment, comme dans ce tableau de Vuillard, attendez, voilà, dans ce tableau de Vuillard, comment les paravents, et ici la promenade des nourrices qui est à l'arrière-plan du tableau, donc peint par Bonnard, sont des éléments de mobilier courant dans la bourgeoisie.
Donc si je reviens aux femmes au jardin, donc il n'y avait aucune annotation au dos de ces 4 panneaux, les femmes au jardin, qui ne permettent de configurer un ordre initial. Mais toutefois, Bonnard, qui est très fidèle, si vous voulez, à l'approche japonaise de la nature, aurait en effet interprété, pour certains exégètes, aurait interprété les 4 saisons. Par exemple, la femme à la robe à pois blancs que vous voyez à gauche avec son chien, qui est en apesanteur, pourrait symboliser par son dynamisme l'émergence du printemps. Ou la femme avec la pèlerine qui est au centre, immergée dans des motifs décoratifs avec des feuilles rousses, de marronnier et de fougères, symboliserait l'automne, etc. Donc aujourd'hui, l'ensemble n'est plus du tout présenté dans cet ordre, renonçant même en quelque sorte à cette interprétation des 4 saisons. Mais quoi qu'il en soit, on reconnaît que dans chacune de ces femmes, et en dépit des déformations imposées aux figures d'André à gauche avec son chien Bella ou sa cousine avec son chat noir, euh, c'est surtout les formes décoratives qui intéressent l'artiste à cette époque. Et vous remarquez que chaque silhouette est plaquée, si vous voulez, sur un espace sans profondeur, donnant au motif une importance réellement sans précédent et d'une grande fantaisie. Vous voyez la multiplicité des motifs décoratifs, les pois, les carreaux, les bosquets, les feuilles stylisées, l'herbe, les fleurs, etc. Et chaque élément est stylisé à l'extrême et on pourrait prendre un détail de chaque panneau et ça peut vivre, chaque élément peut vivre seul. Et l'artiste, franchement, joue sur les oppositions de valeurs claires et sombres et sur les formes où domine le principe de l'arabesque. Et enfin, mais je ne sais pas si c'est très visible sur les images, pour vraiment accentuer l'effet décoratif, Bonnard a ceint chaque panneau d'une double bordure lilas, qui n'apparaît d'ailleurs pas sur les exemplaires, les études de Zurich. Et à l'occasion des débats que suscite cette œuvre, Bonnard a été interviewé, et notamment dans l'Écho de Paris. Et il dit quelque chose de très intéressant sur cette idée du décoratif. Il dit « La peinture doit être surtout décorative. Le talent se révélera dans la façon dont les lignes seront disposées. Et ce qui suit est encore plus fondamental. Je ne suis d'aucune école, je cherche uniquement à faire quelque chose de personnel. Je désapprends en ce moment ce que j'avais eu beaucoup de peine à apprendre aux Beaux-Arts pendant 4 ans. » Donc, cette œuvre est une œuvre importante dans la prise de parole personnelle de Bonnard, dans son engagement de peintre et dans son originalité. Alors, haute œuvre majeure de cette époque, la partie de croquet, donc, qui est longtemps resté dans la famille du peintre, ce tableau ambitieux, encore au format ambitieux et au charme mystérieux, est avec donc le tableau qu'on vient de voir, Les femmes au jardin, la figure de proue de l'époque nabi de Bonnard. Et en 1892, donc c'est vraiment un an après les femmes au jardin. Il a déjà, comme vous avez pu vous en rendre compte avec cette première présentation, une belle expérience, hein, partageant ainsi avec ses amis nabis une nouvelle conception d'un art qui dépasse le champ de la seule peinture de chevalet. Et il a en effet déjà réalisé ses premières affiches, comme vu précédemment, des décors de théâtre pour l'Ignepo notamment, le théâtre de l'œuvre ou le théâtre d'art, des projets de meubles, des illustrations, le petit solfège illustré sur lequel je reviendrai dans un instant. Et il aime afficher, si vous voulez, une ambition décorative assumée, combinant donc l'influence de Gauguin et du japonisme. Alors, le salon des indépendants de 1892, à l'instar du précédent, permet à Bonnard de faire un nouveau coup d'éclat avec la présentation de 7 peintures, pas moins de 7 peintures, dont ce crépuscule, qui ne s'appelle pas encore la partie de croquet. Et vous pouvez remarquer la modernité de ce tableau, qui est remarqué assez rapidement par des critiques en vue, notamment Gustave Geffroy, mais aussi, de toute évidence, il impressionne par la composition son ami Maurice Denis,
qui écrit sous le pseudonyme de Pierre-Louis et qui ne s'y trompe pas non plus. Il écrit dans la Revue Blanche: Monsieur Pierre Bonnard japonise de façon très personnelle. Par contre, de son côté, Thaddée Nathanson, qui pourtant soutient vraiment réellement le mouvement Nabi, est très déconcerté par l'originalité de cette œuvre et qui considère qu'il est encore tout raidi de théorie. Alors, si vous voulez, tentons de décrypter ce magnifique tableau. Et le sujet, on peut dire que c'est un sujet impressionniste. C'est une scène de loisirs à la campagne, mais Bonnard s'en éloigne radicalement faisant prévaloir la grande liberté de la composition par rapport à la perspective traditionnelle déjà, mettant en avant une réelle volonté décorative, mise en œuvre par l'effet des plans superposés, le format encore inhabituel et la stylisation des formes, ou encore le jeu fluide des arabesques. Alors, il ne s'agit pas d'une simple scène d'extérieur. L'atmosphère est tout à fait particulière et elle tient à sa tonalité, à la richesse des nuances de sa palette, mais néanmoins à une dominance de vert infini. Et à l'heure où la lumière est incertaine, donc il y a un climat particulier dans cette œuvre. Et si le crépuscule est bien, si vous voulez, le passage du jour à la nuit, on pourrait considérer par extension que le crépuscule est en quelque sorte le passage entre la réalité, donc qui serait le premier plan, et le monde imaginaire, la ronde de ces 5 jeunes filles qui ressemblent comme à un rêve. Alors, cette tonalité élégiaque avait été notée par Guy Cocheval, qui est bien au cœur du dispositif mental de ce premier Bonnard, imprégné par la poésie symboliste. Alors, cette scène étrange à l'atmosphère étouffante, bien que l'on soit à l'extérieur, prime autant que la fluidité des attitudes et des formes. Et à ce propos encore, Guy Cocheval y perçoit avec un degré moindre, le dispositif scénique étouffant presque, voire inquiétant du théâtre de Maeterlinck. Alors, si on regarde de plus près, pourtant, le peintre qui nous a habitués à ces scènes bucoliques dans la propriété familiale du Grand Lens en Isère, où il aime partager des moments harmonieux en famille, joue avec la réalité. On reconnaît aisément son père à gauche, Eugène Bonnard, assis au premier plan à gauche, son beau-frère Claude Terrasse qui est juste au-dessus, et sa sœur Andrée qui est de face, en blanc, qui est le point axial de ce premier plan. Et le second personnage féminin qui est de dos est probablement sa cousine Berthe, et qui sont toujours inséparables, comme je vous le disais tout à l'heure. Et les personnages sont comme découpés en silhouette, comme pour les femmes au jardin, sur un fond de verdure où surabonde la richesse des éléments graphiques, qui donne à l'ensemble un rayonnement incomparable. Donc, pour toutes ces raisons, ce tableau au charme intact, vous l'admettrez quand même, apparaît incontestablement comme une démonstration du jeune Bonnard et qui affirme vraiment son apport essentiel à l'esthétique Nabi. Alors, c'est à cette époque encore que Bonnard, sous l'influence de Vuillard, acquiert un Kodak portatif que vous voyez peut-être difficilement, mais il l'a en main et l'appareil est si petit qu'il tient vraiment son rôle de portatif. Et c'est très important l'achat de cet appareil parce que les uns et les autres vont multiplier les images qui vont leur servir dans la peinture, mais qui aujourd'hui nous sont aussi très importantes pour essayer de capter, d'analyser leur tableau, parce qu'elles leur permettent de visualiser, si vous voulez, des cadrages autres à travers l'objectif et ça va leur permettre d'avoir une vision vraiment plus synthétique. Alors, cette vision synthétique, d'ailleurs, que vous pouvez voir dans ce tableau, Danseuse, et cette œuvre est vraiment unique dans la production de Bonnard, qui est par son sujet, elle pourrait être considérée comme un hommage à Degas que Bonnard admirait, et elle appartient en premier lieu à Thaddée Nathanson encore, donc ce directeur de la Revue Blanche,
soutien de la première heure des artistes Nabi, et qui avait réuni une collection très importante d'œuvres de Bonnard et des Nabi, et parmi les plus audacieuses, comme L'Indolente et L'Homme et la Femme, mais dont je vous parlerai dans un instant. Alors la composition audacieuse de ce petit tableau ne compte pas moins de 17 danseuses qui forment ce corps de ballet, et le peintre arrive par son regard photographique, par son cadrage, à obtenir une dimension dynamique et vivante sur une surface vraiment très petite, puisque le tableau fait 28 cm par 36. Et notez que le point de vue, d'ailleurs, est en surplomb. Donc, c'est vraiment la vision de l'appareil photographique est important. Donc, le cadrage est tronqué du sujet qui se poursuit hors champ. D'ailleurs, les motifs sont flous, le mouvement décomposé des danseuses, la simplification des couleurs réduite à des blancs, à des gris et des petites notes de rose chair montrent vraiment le rapport étroit de ce ballet avec la photographie. Et si vous voulez, la vision vraiment mobile de la photographie que Bonnard pratiquait en amateur joue un rôle important dans l'évolution de sa peinture, et pas seulement à l'époque Nabi. Donc ce tableau est un pur moment d'émotion devant la vibration de la couleur. On commence à percevoir vraiment les qualités picturales de Bonnard, malgré une palette réduite à un camailleux évoquant la bichromie de la photographie, et Bonnard arrive à nous suggérer une atmosphère. Donc avec les œuvres suivantes, j'en viens à un sujet qui me tient à cœur, car c'est Fabienne qui l'évoquait tout à l'heure, il était le sujet d'une exposition qui était prévue l'été dernier au Canet, et qui a été l'une des victimes de la situation sanitaire mondiale. Il s'agit du thème de l'enfance chez les Nabi, et en particulier chez Bonnard, pour la conférence qui nous occupe aujourd'hui. Et vous le savez, à part Maurice Denis, qui a été père d'une famille nombreuse, la plupart des Nabi, au premier rang desquels Bonnard, Vuillard et Vallotton, n'ont pas eu d'enfants. Mais cela ne les a pas empêchés, quelque part, d'avoir un certain regard sur ce monde, qu'on peut dire à mi-chemin entre l'innocence et la diablerie. Et donc, on ne compte plus les tableaux de Bonnard sur ce thème, quasi exclusivement durant la période Nabi. Et il a comme source d'inspiration, d'ailleurs, essentielle, ses 5 neveux et nièces, hein, donc les enfants de sa sœur Andrée avec le musicien Claude Terrasse. Ils étaient 6 d'ailleurs au départ, mais il y a eu un enfant qui est mort très jeune, à quelques mois. Mais il n'a pas seulement les enfants de sa sœur, il y a aussi les gamins de Paris et leurs petits métiers, comme ici la petite blanchisseuse, qui est l'une de ces images, une de ces lithographies les plus populaires, avec cet enfant à la lampe. Et dans ces deux lithographies, je reviens donc à la petite blanchisseuse, dans ces deux lithographies qui ont été réalisées pour Vollard, et à qui l'on doit, comme je le disais tout à l'heure, le renouveau de l'estampe et de la lithographie en couleur, Bonnard fait preuve d'une réelle économie de moyens. Donc, vous voyez comment, avec cette petite blanchisseuse, son corps frêle ploie sous le poids de son panier à linge, qui est démesuré par rapport à sa taille. Et on connaît plusieurs essais au crayon ou à l'aquarelle de cette image créée pour un album d'estampes édité par Vollard, et qui a soutenu durablement l'une des orientations des Nabis, celle de mettre l'art à la portée du plus grand nombre en rendant la lithographie vraiment en couleur, ses lettres de noblesse. Mais bien avant ces deux œuvres, Bonnard a réalisé avec une grande ténacité un album de musique. Ce petit solfège illustré pour lequel l'illustration lui a demandé un énorme travail de conception graphique. On connaît par exemple pas moins de 70 dessins préparatoires pour les 33 pages que contient l'ouvrage, et plusieurs essais de la couverture sont arrivés jusqu'à nous, comme celle que vous voyez ici à l'écran. Vous voyez un dessin à l'encre qui est très très proche de la couverture finale. Et on peut dire que Bonnard n'a pas de hiérarchie comment dire,
de sens. C'est de l'illustration pour enfants. C'est pas, il peut très bien faire une illustration pour enfants et faire une affiche pour France Champagne. Il n'y a pas de hiérarchie des genres. Les personnes à qui il s'adresse, il veut s'adresser à tout le monde. C'est important pour lui. Ce qui compte, c'est que l'illustration soit au cœur de ses préoccupations et son projet de petit solfège. Pour lequel il a collaboré avec Claude Terrasse, qui à ce moment-là, pardon, vient de se marier avec sa sœur Andrée, est l'un des exemples réellement les plus féconds. Et ce travail s'avère très long et complexe et il lui permet de prendre la mesure d'un projet qui nécessite plusieurs collaborations. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir ces artistes qui travaillent entre l'illustrateur, l'auteur, le graveur et l'imprimeur. Donc ces collaborations multiples sont importantes et enrichissantes. Et sa correspondance avec Vollard, notamment à cette époque, révèle les méandres de la réalisation et on comprend combien, en 1892, quand il a perdu même momentanément dans un train l'ensemble de ses dessins, ça l'a complètement affolé parce que c'était un travail énorme. Hein, pas moins de 2 ans ont été nécessaires pour venir à bout des complications de ce premier ouvrage. Et le peintre vraiment partage son inquiétude dès le début avec Vuillard, pardon, en lui disant: «Je ne sais pas comment tirer quelque chose de mon solfège. Il faut que je songe aux décorateurs de micelles des temps passés ou bien aux Japonais, mettant l'art dans des dictionnaires encyclopédiques pour me donner du courage.» Donc vous voyez combien Bonnard aime partir vraiment des origines, d'autres images qui ne sont pas celles de l'académisme. Donc il y a un réel souci d'innovation, mais de rénovation des formes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des 30 pages illustrées, ainsi que celle de la couverture recto verso, qui constitue donc l'ouvrage définitif qui a été publié en 1893. On a pu retrouver 70 dessins préparatoires qui ont été dispersés en vente publique en 62, mais dont on n'a pas pu retrouver aujourd'hui plus de 44 dessins. Vous voyez ici, dans l'intérieur de l'ouvrage, chacune des pages qui illustrent cet ouvrage montre combien Bonnard a cherché à harmoniser le sujet musical, là ici c'est la gamme majeure, et le dessin tout en arabesque. Il privilégie les figures qui s'adaptent au cadre qu'il a choisi. Ici, l'influence des estampes japonaises est omniprésente, et sur cette page, les personnages les personnages qui représentent une famille de 7 enfants et leur maman suivent par ordre croissante le rythme des 7 tons. Donc il y a vraiment une association entre l'image et le sens. Mais comment ne pas penser à André dans cette charmante pyramide des âges? Donc il y a toujours l'influence de son environnement quotidien, de son environnement familial qui est important dès le début. Vous voyez, André porte une robe à carreaux que vous lui avez vue dans Les femmes au jardin. Donc il y a une sorte de permanence de ces outils graphiques qu'il réinvente sans cesse. Alors cet ouvrage a été imprimé en 2 éditions de 1000 exemplaires et qui ont été vendus 3 francs, donc ce qui connaît un certain succès sur la durée. Et fier de ce travail, Bonnard tiendra à l'exposer au printemps 1895 à la Galerie Laffitte, puis à la Galerie Durand-Ruel, dans le cadre de sa première exposition personnelle en 1896. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anecdotique dans sa production. Il tient vraiment, ça a la même importance que ses peintures. Donc, dans le même univers plein de charme, Bonnard entreprend un alphabet sentimental qui ne sera finalement pas achevé. Et vous voyez ici, comme pour le petit solfège, donc les exemples du A et du B, et on reconnaît cette adaptation du cadre et comment Bonnard s'adapte magnifiquement le dessin au cadre et au sens qu'il veut donner. Donc, on connaît plusieurs exemplaires du A et du B d'ailleurs, mais on ne connaît pas toutes les lettres de cet alphabet. Il ne l'a pas mené à bien, et ce qui est très dommage parce que ce sont des œuvres qui ont une grande fraîcheur. Le A, c'est A comme amitié, B comme brouille, et on voit bien que le sens des images est tout à fait suggestif et évident.
Donc son sens de l'observation et son intérêt pour la mise en page épurée des Japonais comme les enfants sages ou espiègles lui fournissent maintes occasions de donner à ses œuvres une identité qui lui est propre. Attendez, je crois que je me suis un peu trompée. Voilà. Oui, et la façon qu'il a de dessiner comme ça ce thème de l'enfance, il incarne une poésie différente de celle de Vuillard et de Vallotton. Il aime retranscrire la vie et les caractères avec un minimum de moyens, tout en mêlant la sensibilité et la vérité, qui sont donc les caractères essentiels de son œuvre à cette époque. Et il va continuer à avoir cet attrait pour les choses simples. Dans l'image suivante, vous voyez cette scène de rue qui est toujours donc dans le thème de l'enfance. Hein, cette scène de rue qui est un dessin d'illustration pour une revue décrit tout le charme de cet instant où la maman donne la main à sa fillette pour traverser une rue encombrée de fiacres. Et le même charme est visible dans cette icône de la peinture Nabi, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, l'enfant au pâté de sable. Et vous remarquez à nouveau que le format très vertical de ce panneau, qui était à l'origine le quatrième élément d'un paravent, que vous voyez peut-être difficilement sur la photographie qui est juste à côté. Derrière Bonnard qui est debout, vous voyez le panneau, vous reconnaissez l'enfant au pâté de sable et il est attaché à un paravent. Donc c'était le premier usage de ce panneau et il l'a justement démoli pour en faire quelque chose qui était trop peinture pour un paravent. Alors, dans cette œuvre, vous remarquez, dans cette œuvre de l'enfant au pâté de sable, vous remarquez le camailleux des couleurs qui sont très douces, hein, presque de la couleur du sable, hein, et de la façade de la maison qui unifie totalement la composition sur laquelle se détache le corps croquevillé de l'enfant avec son petit tablier à carreaux, donc toujours ce motif de carreaux, et son béret qui est attentif à la réalisation de son pâté de sable. Alors, la toile comporte très peu de peinture et l'on voit comment Bonnard s'est servi du support pour rendre l'effet de sable avec une économie de moyens réels. Alors, un dernier exemple sur cette thématique très riche de l'enfance, vous connaissez peut-être, c'est cette scène de famille. Hein, il y a plusieurs scènes de famille et celle-ci verticale était intéressante pour sa stylisation, et dans laquelle on retrouve encore l'influence des gravures japonaises et ce cadrage en gros plan, sans effet de perspective encore, et avec l'utilisation d'un unique aplat vert, et ce motif récurrent du corsage à carreaux. Alors André, puisque c'est la sœur du peintre qui est représentée ici, André porte dans ses bras son fils Jean, qui est donc le premier enfant terrasse, et l'on aperçoit le profil de celui qui se fera appeler plus tard Tonton Pierre et qui n'est autre que Bonnard lui-même. Hein. Vous le voyez, il est représenté ici, pour ceux qui le verraient mal, il est représenté ici complètement décentré et les images sont superposées et les silhouettes sont comme plaquées au fond. On le voit peut-être encore un petit peu mieux sur le dessin qui est à côté, qui est dans une collection particulière. Alors, je voulais quand même vous montrer qu'en parallèle, vous pouvez remarquer qu'avec ces deux œuvres de Vallotton, que l'univers n'est pas du tout, même si, comme je le disais en introduction, les peintres étaient tous amis et avaient la même optique, mais ils n'avaient pas du tout la même personnalité, et heureusement. Et l'univers de Vallotton est un univers un peu beaucoup moins serein que celui de Bonnard. Il y a comme quelque chose d'inquiétant, si vous voulez, dans ce dîner à effet de lampe que vous voyez à droite, ou le ballon qui est à gauche. L'atmosphère est vraiment un peu plus lourde dans l'un et l'autre des deux tableaux. Et cette course de l'enfant
qui court après son ballon et qui risque de s'enfoncer dans un bosquet d'arbres aux ombres inquiétantes, où vous voyez aussi la fillette qui, face à la masse sombre de l'homme au premier plan, a plus l'air d'une diablesse que d'un enfant sage. Donc, vous voyez toute la richesse de cet univers Nabi est vraiment très, très enrichissante, hein. Et donc, vous voyez la différence d'approche de Bonnard pour ce thème ou pour les sujets en généraux sont très importantes à définir. Donc, autre thème, j'avance un petit peu dans la chronologie parce que j'ai choisi de vous montrer un petit peu chronologiquement, mais aussi thématiquement l'univers de Bonnard. Et cet autre thème récurrent dans son œuvre, c'est vraiment Bonnard et ses scènes de la vie parisienne. Alors que vous voyez ici, donc, qui sont à la fois une peinture qui appartient au musée Bonnard et une lithographie qui est donc un domaine d'expression assez récurrent à cette époque chez Bonnard et chez Nabier aussi. Donc autour de 1900, Paris est vraiment un sujet favori de Bonnard et de ses amis Nabi. Et la ville se transforme. Elle est un des principaux un des principaux pôles d'attraction pour les artistes qui viennent de toute l'Europe. Et pour Bonnard, qui a choisi Montmartre comme quartier d'élection, hein, il y vit et il y travaille, la ville est un spectacle vraiment fascinant qui nourrit son imaginaire insatiable. Et il se révèle être un observateur attentif et amusé aussi de la vie moderne. Alors, vous voyez ces fiacres, ces tramways, comme ici avec le tramway vert que vous voyez ici, peut-être, voilà, le tramway vert qui passe, il y a vraiment ce rendu, cette dynamique de la ville qui est vraiment reproduit ici par le cadrage. Alors, les foules se pressent dans les rues, comme dans les œuvres suivantes, les foules se pressent dans les rues ou dans les salles de spectacle d'un nouveau genre, les mères et leurs enfants, les loisirs, les petits métiers. Et tout est prétexte pour le jeune peintre à croquer avec un charme et une ironie incomparables le monde des boulevards, où peut se croiser le chapeau de forme, comme vous le voyez, du mondain, ou comme le chapeau à fleurs de l'aigrette de l'élégante. Et d'ailleurs, Gustave Geffroy notait dans une de ses comptes rendus, nul ne note plus finement l'aspect de la rue, les silhouettes passantes, la tache colorée, vue à travers la fine brune parisienne. Donc, c'est ce qu'il avait vraiment compris dans l'œuvre de Bonnard à l'occasion de sa première exposition chez Vollard en 1896. Et donc, le sujet des scènes de la vie de Paris est central dans son œuvre jusqu'en 1910, hein. Parallèlement, il développe une importante activité de lithographe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et dont l'œuvre phare en lithographie sera la promenade des nourrices, dont je n'ai pas d'image, je n'ai pas réussi à avoir d'image fiable, et donc je vous remontre ce tableau de Vuillard à l'arrière-plan duquel elle est reproduite. Alors, et regardez encore à nouveau dans les grands boulevards comment Bonnard utilise les formes similaires dans ces deux compositions qui soient à la fois le portrait de Vuillard et des grands boulevards, l'usage de cette thématique rythmique entre la séquence des personnages et des silhouettes qui bougent et l'arrière-plan, à la fois dessiné dans la peinture de Vuillard à l'arrière-plan et ce dessin très aussi schématique mais rythmique des grands boulevards. Alors avec cette œuvre, l'Omnibus, on est toujours dans la thématique de la rue, mais avec une résonance un peu particulière. Et là, le spectacle de la rue, le contraste des façades ou des devantures, le mouvement coloré des fiacres, donc là est le sujet, et des omnibus ou des passants qui inspirent à Bonnard vraiment de nombreuses peintures telles que ce chef-d'œuvre du genre, hein, au synthétisme si caractéristique. Alors, ce tableau est réellement un instantané de la vie trépidante parisienne. Ici, par rapport aux vues que nous avons vues tout à l'heure, le traitement du sujet est un peu particulier. Le peintre a choisi d'isoler au centre de sa composition, de cadrer différemment la silhouette d'une élégante qui passe devant la roue d'un omnibus, au jaune très lumineux. Il n'y a aucun effet de profondeur, comme si la silhouette était collée à la roue.
Donc, et puis, est-ce que vous voyez qu'il y a ici aussi quelques lettres, les 3 premières lettres du mot Alésia, qui est un quartier que l'artiste fréquentait probablement aussi pour son animation. Et la jeune femme qui est représentée là, est une personne anonyme, probablement, le visage mis en valeur par le blanc de sa collerette, la collerette qui est sur sa capeline. Donc, il faut avoir la silhouette se lit très, pas forcément avec grande facilité. Il faut vraiment s'habituer à entrer dans les tableaux de Bonnard, à regarder de manière intense parce qu'on ne verra pas tout de suite le sujet. Donc là, il s'agit d'une jeune femme qui passe devant la roue d'une voiture à bras. C'est pas un tramway, c'est une voiture qui est tirée par des chevaux. Et donc, il y a vraiment un instant comme si elle était saisie sur le vif, tel un instantané photographique, hein. On revoit cette idée de la photographie. Et le rendu du mouvement est vraiment précipité par l'attitude qu'elle a de la jeune femme qui tient en laisse un petit chien que vous peut-être distinguez mal, qui est ici. On voit la laisse ici, sa main là, et ici le petit chien, qui est noyé dans la matière même du tableau. Et ce détail savoureux vient ajouter une note d'humour à ce tableau délicat. Tout autre, vous voyez la diversité des œuvres de Bonnard, même à cette époque, c'est quand même assez impressionnant. Donc avec cette grande composition qui s'appelle L'après-midi bourgeoise ou la famille au grand Lens, c'est avec cette grande composition à la tonalité grinçante, hein, que Bonnard referme l'univers Nabi. Et cette œuvre est conservée au musée d'Orsay. Donc la vaste maison familiale du peintre au Grand Lens, qui s'appelle Le Clos dans le Dauphiné, est le décor de cette étonnante après-midi bourgeoise. Et cette toile monumentale tient une place particulière dans l'œuvre de Bonnard parce que c'est une peinture charnière. Là, et vous voyez ici la différence qu'il y a avec les œuvres que je vous ai présentées précédemment. C'est vraiment l'artiste abandonne le japonisme exacerbé que vous avez vu précédemment, avec ces grands paysages décoratifs de Vernon et du Canet. Il va y avoir vraiment, c'est cette œuvre qui va annoncer ce qui va suivre. Donc, et près d'une vingtaine de personnages, animaux compris, composent cette partie de campagne qui concilie à la fois le portrait et la scène de genre. Et dans cette composition inhabituelle, Bonnard est vraiment novateur malgré tout parce qu'il réinterprète ce portrait de groupe à la suite de Degas notamment. Je ne sais pas si vous souvenez de la fameuse et hiératique famille Bellelli qui est conservée au musée d'Orsay, peint par Degas. Et là, il exalte malgré tout individuellement chaque personnage du tableau. Et d'ailleurs, Thaddée Nathanson ne s'y est pas trompé quand il écrit que ce tableau de Bonnard, avec ce tableau, Bonnard commence à se ressembler, parce qu'il pressent vraiment l'épanouissement futur de son ami. Alors, Bonnard introduit dans son tableau, malgré tout, une certaine distance, hein. C'est un observateur avisé, on l'a vu. Le peintre porte un regard amusé et presque ironique sur un monde qu'il connaît bien, puisque c'est à travers sa propre famille qu'il propose dans ce portrait recomposé un traitement caricatural des personnages et des attitudes. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de décrypter tous les personnages parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais on pourrait remarquer que rien qu'au centre, le personnage central trône, hein, c'est presque un personnage sorti d'un vaudeville, hein, parce que c'est la grandiloquente et caricaturale Madame Prudhomme, qui est la marraine de Charles Terrasse, qui sera donc ici à droite, là, Madame Prudhomme et Charles Terrasse ici, qui sera le futur historien d'art et biographe de Bonnard et qui semble chuchoter à l'oreille. Donc, si vous voulez, il organise tout et on pourrait reconnaître tous les personnages de cette composition, mais il est intéressant de voir comment Bonnard traite le sujet, parce qu'au-delà de cet aspect anecdotique, il réunit dans un magnifique décor extérieur, presque telle une fresque primitive, des personnages figés et qui sont indépendants les uns des autres, hein. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître à gauche complètement Claude Terrasse, qui est presque avachi sur cette banquette. Et
Et je vais quand même m'appuyer sur une description d'Isabelle Kahn qui me semble très juste par rapport au sens donné par Bonnard à ce tableau, parce qu'il a posé de manière isolée dans la composition comme des notes de musique ces personnages sur une portée qui seraient les personnages. Les personnages participent à la mélodie du tableau, musique étrange et contrastée, où le peintre critique et exalte à la fois les valeurs bourgeoises qui firent de la famille au XIXe siècle un pivot de la vie affective et économique, un parangon du bonheur. Et donc c'est là vraiment la note d'humour de Bonnard qui rit lui-même de cette enivrante oisiveté provinciale et porte au contraire un regard tendre sur ses neveux et ses nièces et sa sœur élégante que vous voyez ici ici au centre jouant avec un petit chat. Donc il y a ce côté anecdotique, mais au-delà de ce côté anecdotique, il y a un vrai sens, un vrai regard distancié sur un monde dont il rit lui-même. Donc ce tableau a été présenté au premier salon d'automne de 1903 et c'est à ce moment-là que les frères Bernheim jeunes, acquièrent cette œuvre à cette occasion et l'œuvre provoque des commentaires violents de la part d'Henri Cochin qui en fait presque le symbole de la lutte des classes, ignorant d'ailleurs les liens de parenté du peintre avec les protagonistes de la scène. Et donc, il se méprend finalement du sens réel qu'avait voulu donner, Bonnard. Donc, il est vrai que en plaçant de manière évidente Madame Prudhomme, qui est une véritable caricature de la petite bourgeoisie de province, Bonnard participe à sa façon, si on veut, aux débats sociaux de son époque. Et cette peinture fortement ancrée dans son temps préfigure néanmoins, par sa modernité et son silence, certaines toiles de Balthus, qui est un artiste qu'il admirait, tel que Larue, si vous connaissez ce tableau qui est au Musée national d'art moderne à Paris. Donc je passe à c'est une tout autre univers. Vous voyez un peu les liens, vous me pardonnerez ce manque de transition, mais en même temps, je me plie à la chronologie des œuvres de Bonnard et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans une fermentation assez importante entre 1891 et 1900. C'est vraiment, il y a une grande comment dire, oui, fermentation. Il y a une grande émulation au sein des nabis qui fait qu'ils s'enrichissent les uns et les autres et en même temps, Bonnard, qui est un petit peu détaché par rapport au groupe, mais néanmoins il participe, a vraiment envie et a à cœur de développer une peinture qui lui soit très personnelle. Et vous le voyez ici dans cet tout autre univers, hein, on voit bien l'univers de l'intimisme si prégnant dans l'œuvre de Bonnard et qui va de pair avec sa rencontre avec Marthe, la future Marthe Bonnard, et l'apparition donc de ses premiers nus. Donc vous voyez ici L'homme et la femme et L'Indolente, qui sont deux œuvres majeures de cette époque. Et en 1893, donc c'est important que je vous parle de l'apparition de Marthe dans la vie de Bonnard, parce que justement l'apparition dans sa vie, elle fait naître en lui le désir de vraiment s'intéresser au nu féminin. Donc, en 1893, alors que Bonnard vient de rencontrer Marthe dans une rue de Paris, non loin de la Madeleine, hein, tout près de la maison Trousselier, où elle était apprentie, hein, la maison Trousselier fabriquait des fleurs artificielles. Et donc, Bonnard a réellement un coup de foudre, c'est un coup de foudre mutuel pour Marthe. Et le nu fait son apparition dans sa peinture pour devenir, au fil du temps, un sujet qui est réellement majeur, prégnant, siège de sa réflexion la plus profonde sur le corps et l'espace, comme sur la couleur. Et pour autant, au tournant du siècle, Bonnard n'en est pas encore là. On n'en est pas encore à la couleur que vous allez connaître et que je vais vous montrer plus loin, une couleur vibrante et plutôt lumineuse. Là, à cette époque, il y a vraiment trois œuvres majeures significatives de son évolution future. Donc, c'est l'homme et la femme et l'Indolente, mais aussi la ceste qui n'est pas montrée ici, qui est au musée de Canberra en Australie, qui marque réellement la fin d'une habit très japonard.
Vous remarquez qu'il n'y a plus les aplats de couleurs des œuvres précédentes, plus les aplats de couleurs franches, qui font place à vraiment des tonalités beaucoup plus sombres, hein. La malice a des sentiments plus intériorisés. Et comme l'écrivait, l'a écrit son neveu Charles en 1927, il dit que l'art de Bonnard devient vraiment beaucoup plus nuancé, hein. Il ne procède plus par taches de couleurs, mais par des teintes qui agissent les unes par rapport aux autres, qui s'influencent, se pénètrent. Et dans ce fond encore sombre apparaissent des éclats, si vous voulez, qui annoncent une révolution prochaine. Mais bon, il faut encore que le temps fasse son œuvre. Alors, vous voyez dans l'Indolente la présence invisible de l'homme qui fume sur le bord droit de la composition. Vous voyez ici, là, vous voyez cet écran de fumée. Là, les volutes de fumée viennent caresser ce corps de femme au fer qui n'est autre que celui de Marthe, hein. Et on sait que c'est Marthe parce qu'elle est vraiment le sujet de sa peinture à ce moment-là. Elle participe à l'illustration d'un roman qui s'appelle Marie. Et aussi, vous voyez la similitude avec l'ouvrage, l'illustration pour Parallèlement de Verlaine. Vous voyez la similitude entre cette illustration et l'Indolente, hein. Il y a vraiment une proximité entre l'illustration et la peinture elle-même. Donc, les unes ne vont pas sans l'autre. Et ces peintures empreintes d'une atmosphère lourde et sensuelle sont vraiment imprégnées par sa vie personnelle et par son intérêt pour le théâtre symboliste, celui d'Ibsen ou de Maeterlinck notamment, et dans lequel culminent les sentiments et le drame bourgeois. On sent bien que l'érotisme sombre de ces scènes de la vie ordinaire dans des huis clos presque oppressants, hein, décrit avec une puissante sensualité, une tension mélancolique et voire une tension presque dramatique, hein. Vous voyez la tension qu'il y a notamment dans l'homme et la femme avec cette séparation des deux espaces qui marque vraiment la dualité de la scène. Alors nous sommes en 1900 et c'est le tournant d'une époque pour beaucoup d'artistes et pour Bonnard qui ne va rien ignorer d'ailleurs des prochaines avant-gardes fauves et puis cubistes, et il va s'attacher de plus en plus à l'observation de la lumière, à devenir ce qu'il appellera plus tard, à être un peintre de sentiments, hein, celui qui produit un monde clos, le tableau. Alors voilà, donc vous voyez encore on fait encore un grand écart, mais on voit bien l'évolution, la recherche permanente de Bonnard qui le tend à aller vers la lumière et la couleur. Donc il disait, le charme d'une femme peut révéler beaucoup de choses à un artiste sur son art. On le croit sur parole quand on regarde les multiples portraits de nu et d'intérieur qu'il va commencer à peindre dès cette époque 1907-1908, auquel appartient ce très beau tableau du musée de Bruxelles. Et Marthe Bonnard, vous le verrez, reste une personnalité énigmatique, mais non moins essentielle dans la vie et l'œuvre de Bonnard. Et comme je le disais tout à l'heure, il la rencontre en 1893. Il a un réel coup de foudre et il va vraiment il va peindre des intérieurs sulfureux comme ceux qu'on vient de voir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne se fait pas elle se fait appeler Marthe de Bellini, alors que le nom qu'il découvrira lors de leur mariage près de 30 ans plus tard est Maria Boursin, qui n'est pas très glamour, on peut l'admettre, et on peut comprendre qu'elle ait voulu se forger une autre identité, mais elle a aussi, elle lui dit, quand elle se présente à lui, quand ils se rencontrent, qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, alors qu'on le saura plus tard qu'elle n'a que 2 ans d'écart. Et, et d'accord, autre mystère aussi, c'est qu'elle lui avait dit qu'elle était orpheline. Donc on ne connaîtra la vérité que bien plus tard, au moment de la mort de Bonnard lui-même en 1947, qu'elle avait en fait des nièces, et ce mensonge sera en quelque sorte le point de départ du long procès qui agitera les nombreux héritiers de Bonnard en 1947 et pendant près de 20 ans. Mais revenons, je pense, à notre sujet, car le procès de Bonnard est un sujet en soi et nécessiterait de longues explications
et d'autant qu'il est toujours enseigné, toujours étudié aujourd'hui dans les facs de droit, car il a abouti à une jurisprudence en matière de droit moral. Donc, mais revenons à un sujet plus intéressant qui est la femme dans l'œuvre de Bonnard et qui est incontournable et ne se résume pas, comme on l'a souvent et longtemps pensé, à la seule présence de Marthe, hein. Alors, ont, plusieurs femmes dont on connaît aujourd'hui quelques détails ont émaillé sa vie et ont parfois conduit à des tragédies, comme vous le verrez au fil de l'histoire que je vous raconte. Et avec ce cabinet, ce merveilleux cabinet de toilette ou nu à contre-jour que vous avez sous les yeux, Bonnard met en application magnifiquement son sens de la composition. Il introduit fenêtres, comme vous le voyez, miroirs et tubs, et qui participent par leur capacité réflective à rendre la lumière. Et Bonnard s'intéresse à cette époque de plus en plus à ces effets qui vont le conduire à avoir un grand sens de la composition colorée. Le peintre, comme vous le voyez, joue avec les motifs des murs, celui des tissus, de la banquette, celui du tapis, qui inonde la pièce aussi de lumière et mettant en valeur le corps de cette femme dressée que l'on commence à connaître, à reconnaître, toujours juchée sur des mules, parce elle est petite, Marthe, souvent de profil ou de dos, et qui est un canon vraiment très équilibré. Et dans cette œuvre qui est peinte en 1908, on peut dire que l'esthétique Nabi est loin derrière lui. Je pense que vous en êtes juge et je pense que vous comprenez pourquoi. Il y a une lumière, une composition, il y a une évolution vers autre chose. Et on note la savante confusion que Bonnard introduit entre sa vision et la réalité. Vous pouvez voir ici, regardez, le reflet dans le miroir ne correspond pas du tout à l'orientation du corps de Marthe dans la pièce. Donc il y aura cette complexité que Bonnard va introduire dans ses compositions. Et avec ce nu de profil qui a été peint presque 10 ans plus tard, le peintre se concentre davantage sur le corps. Vous voyez, il est tentant, d'ailleurs, s'il est tentant de penser qu'il s'agit d'un nu de Marthe, il n'est pas certain que ce soit bien, qu'il s'agisse bien d'elle. Euh, et je l'ai dit à plusieurs reprises, Marthe, elle a une place vraiment unique dans l'œuvre de Bonnard, mais elle n'est pas son unique inspiratrice. Et il est très probable qu'il s'agisse ici de Lucienne Dupuy de Fresnel, que Bonnard a rencontrée à cette époque, hein, à l'époque du tableau, vers 1916-1917, et avec lequel le peintre entretiendra une liaison assez courte, mais néanmoins, il restera lié avec elle jusqu'à sa mort en 1927, des suites d'une longue maladie. Alors, il faut bien dire aussi qu'à cette époque, le peintre sort d'une crise picturale, de questionnement, d'une longue période de questionnement sur son œuvre. Et donc, comme il disait, le charme d'une femme apporte beaucoup de choses à un artiste sur son art, révèle beaucoup de choses à un artiste sur son art. Et c'est bien vrai. Donc, il va chercher à travers certains modèles, certaines personnalités, peut-être des solutions dans ces questionnements de peintre. Donc, ces questionnements, c'est que la couleur l'avait entraîné vraiment trop loin et il fallait revenir au dessin. Et passer cette crise picturale, Bonnard équilibre de plus en plus ses compositions, dans lesquelles il donne une grande importance au dessin qui est toujours sous-jacent. Hein, regardez comment le cadrage de ce tableau est toujours aussi important dans cette peinture. Hein. Si la figure devait réellement se déployer, son corps se déployer, elle dépasserait largement le cadre de la composition. Le peintre joue toujours entre le jeu du miroir et de la porte-fenêtre, comme celui des dessins du calpinage du sol. Alors, Lucienne est encore le modèle de la série des Nuits au tub, peint dans la maison que le peintre avait acheté à Vernon, en Normandie, tout près de Monet, et donc à quelques encablures de la maison de Monet à Giverny, au début des années 10. Et Bonnard, en effet, délaisse Paris de plus en plus. Il sillonne la France en train ou en voiture, préférant les bords de mer ou les points hauts.
et c'est ce dont il s'agit à la fois dans toutes les maisons qu'il aura choisies, qu'elles soient à Vernon. Elle est en bordure de Seine, mais elle est en surplomb de la Seine. Celle du Canet sera vraiment en surplomb de la baie de la Méditerranée et des collines de l'Estérel. Il a besoin d'avoir une vision vraiment à la fois de ses intérieurs, mais aussi de son environnement immédiat. Alors, pourquoi il s'éloigne et pourquoi il bouge comme ça beaucoup, c'est que la nature très sauvage de sa femme, qui souffre même presque d'une misanthropie sévère, il est obligé vraiment de vivre des fréquents tête-à-tête avec elle, et que ce soit dans certaines villes thermales, en Normandie qu'il apprécie pour la lumière, et bientôt, à partir des années 20, dans le Midi, qu'il découvre très tôt grâce à Signac et puis Manguin. Alors, il a autre femme. Il a plus de 50 ans quand il rencontre Lucienne, et quelques mois plus tard, Renée Monchatti, une jeune femme blonde que vous avez ici sous les yeux, qui est très belle aussi, et qui est très éperdument amoureuse de lui. Il est évident quand on regarde ce tableau que Bonnard aussi est sous le charme. Il transmet à travers cette œuvre, à travers la captation de la lumière et de son regard, un véritable échange, hein. Euh, on voit un petit peu. Bon, Renée est aussi une amie de Marthe, hein. La jeune femme, elle est complètement abandonnée au regard du peintre. Elle nous fait face avec son regard plein de mélancolie, mise en valeur par le rouge de son corsage. Et vous voyez que les représentations de Marthe sont assez différentes. Marthe, qui est donc d'une misanthropie sévère, comme je le disais à l'instant, elle est souvent représentée jamais de face, en tout cas, souvent le visage baissé. Vous verrez, je vais vous montrer d'autres images tout à l'heure, mais rarement de face. Alors Renée est encore plus rayonnante dans cette composition que Bonnard gardera toute sa vie, Jeune femme au jardin. Et regardez comme cette composition est étonnante, justement par rapport à ce que je viens de dire. Le visage de Renée irradie, alors que Marthe occupe une place totalement à la périphérie de l'œuvre, à la périphérie du tableau, mais elle est suffisamment reconnaissable pour que l'on puisse la désigner. D'ailleurs, on peut la désigner, mais elle est également présente. Bonnard ne l'extrait pas de ses œuvres. Vraiment, elle reste un personnage très important. Mais l'amour de Bonnard est visible dans cette œuvre, et il faut bien dire aussi que c'est à cette époque qu'il va à Rome avec Renée, laissant Marthe à Saint-Tropez, près de Bertignac. Et l'histoire pourrait ressembler à un vaudeville, mais Marthe, a priori conciliante, finit par percevoir le danger que représente Renée, et même si avant elle, il y eut Lucienne, et probablement un enfant naturel, elle lui demande de l'épouser en 1925. Donc là va être une époque assez difficile pour l'artiste, même si c'est une grande époque de peinture, et malgré la sauvagerie de Marthe, tel que le nommera Bonnard lui-même dans sa correspondance avec Georges Besson ou avec Matisse et d'autres amis. Marthe est un ingrédient vraiment capital dans l'élaboration de son œuvre. Elle compte beaucoup pour lui. Et pour Bonnard, sa peinture étant toujours la priorité sur sa vie quotidienne, sa peinture, c'est sa vie, donc quel qu'en soit le prix à payer. Et donc, il cède à ce chantage, on pourrait dire, de Marthe, et se marie avec elle dans la plus stricte intimité, sans prévenir aucun de ses amis, en août 1925, soit 32 ans après leur rencontre, hein. Donc, mais quelques semaines plus tard, c'est la tragédie. René se suicide à Paris, et il va sans dire que cet épisode est une grande blessure pour Bonnard. Et même il reste très discret, Bonnard a une grande distance par rapport à sa vie personnelle. C'est pas le genre de personne qui s'épanche, hein. On ne connaît aucune trace de cette blessure dans les correspondances que l'on connaît à ce jour, hein. Et on ne peut vraiment percevoir sa détresse qui a dû être la sienne. Mais pourtant, hasard ou non, le premier nu allongé dans une baignoire date de 1925. Et on ne peut pas s'empêcher de voir un signe de cette souffrance dans cette œuvre, celle de gauche, hein, qui est conservée à la Tate de Londres.
A priori, ce n'est pas le corps de Renée qui flotte dans cette eau verdâtre, hein, c'est une femme brune, mais c'est plutôt Marthe, hein, c'est le corps de Marthe, hein, les jambes longues, le buste court, et pourtant Bonnard dissimule, il joue sur les apparences, hein, comme il l'a toujours joué, sur l'identité du modèle du New Tub et de bien d'autres, hein. Le peintre, si vous voulez, transcrit son émotion et non une réalité objective. Bah, il n'en demeure pas moins que Bonnard, lorsqu'il s'installera au Canet au milieu des années 20, il va continuer à beaucoup travailler à ce thème qui est vraiment important, ce thème de la toilette, du nu allongé dans le bain. Et même si Degas sera le maître du genre au XIXe siècle, il sera celui du XXe siècle, hein, parce qu'il rénove totalement cette vision du corps dans le bain. Et vous regardez, si vous voyez ce nu dans le bain du musée d'art moderne de la ville de Paris, donc qui a été peint en 1937, il a transfiguré le sujet, il a transfiguré la salle de bain, même si ce n'est pas le même lieu, enfin, c'est le même sujet, et vous voyez combien la lumière, il y a une captation de la lumière et une métamorphose de la couleur. Et quand on connaît la salle de bain, voilà l'espace de la salle de bain, puisque Bonnard se prenait quand même appui sur quelque chose de réel, mais qu'il transfigurait ensuite. Il faut bien savoir que cette salle de bain, elle est dotée de 3 ouvertures, donc 3 sources de lumière naturelle potentielle, et qui vont lui permettre d'agir sur son émotion et de transfigurer ce réel. Alors j'en profite pour dire que Bonnard ne peint jamais sur le motif, hein. Il peint de mémoire, donc c'est une peinture très intellectuelle, il peint de mémoire dans son atelier, mais par contre il dessine beaucoup, hein. On connaît, et d'ailleurs on en a beaucoup au musée, des croquis qui sont peints probablement sur le vif, hein, où Bonnard avait probablement un point d'observation qui était sur le balcon qui donnait sur cette salle de bain, et il avait une vue de différents angles possibles. Et vous voyez combien la lumière peut rentrer dans cet espace. Et donc, c'est important pour lui d'avoir une première appréhension par le dessin qui lui permet ce sont des objets de mémoire pour lui. Donc après cette tragédie de la mort violente de René, il y aura aussi celle de Lucienne en 1927, hein, à Cannes, des suites d'une longue maladie. Donc vraiment, à cette époque, Bonnard cumule des problématiques vraiment de tension dans sa vie qui sont très importantes et qui vont malgré tout s'impacter dans son œuvre, mais qu'il va transfigurer et métamorphoser par son utilisation de la couleur. Et au moment où il emménage au Bosquet, donc il y a aussi la mort de Lucienne, mais la peinture prend le dessus et Bonnard ne se laisse pas aller dans ses œuvres à un quelconque aveu. Alors, on est en 1928, on avance, et Marthe est toujours là, bien sûr, hein, elle est présente, comme dans cette œuvre rare, hein, où elle apparaît de face, hein, je vous le disais tout à l'heure, dans les jardins de Maroulotte qui est sa maison de Normandie. Et vous voyez la différence de traitement du fond entre cette peinture à droite de la collection Phillips et celle réalisée qui est du musée d'Orsay, où l'arrière-plan est beaucoup plus anecdotique, hein. Vous voyez l'usage, on reconnaît Marthe aussi parce qu'elle porte le même chandail, hein, ce même chandail rouge à rayures qu'on lui voit dans différentes œuvres. Et vous voyez à droite la position baissée, hein, dans une sorte d'introspection de Marthe, alors que dans celui qui a appartenu à Thaddée Nathanson, elle est réellement de face, et où elle montre, si vous voulez, la somme de tous ces mystères avec un regard vraiment très mystérieux. Et la position de Reine qui est à gauche, donc qui est peinte vraiment dans un jaune très évanescent, qui est presque de la même couleur que la nappe, elle est là aussi pour renforcer l'aura de Marthe. Alors, vous voyez qu'à l'arrière-plan,
les troncs d'arbres qui rythment l'espace entre lesquels Bonnard, le conteur, est toujours présent. Regardez au-dessus de l'épaule de Marthe, il y a un chat qui passe et qui semble, à laquelle il semble répondre à l'appel de cette domestique qui vient lui apporter très probablement quelques croquettes. Alors Bonnard a toujours été fasciné par son environnement, par la vie des objets, les objets et les choses, par la posture des figures dans l'espace, qui sont des prétextes à traduire par le biais de la couleur, par le biais de la couleur, sa vision désenchantée ou enchantée du monde. Et qu'il soit au Canet ou à Vernon, ou encore à Arcachon, et là ici on est au Canet, dans la salle à manger du Canet, le peintre aime faire voyager ses objets d'un espace à l'autre du tableau. On reconnaîtrait très facilement que ce soit dans ces tableaux peints dans des endroits différents, on reconnaît les mêmes, il y a une fidélité à certains objets, à des objets très simples. Et cette salle à manger au Canet, qui est entrée par gradation dans les collections du musée Bonnard à son inauguration en 2011, est vraiment un chef-d'œuvre du genre, hein. Dans l'apparente ambiance paisible et harmonieuse de cette scène intime et quotidienne d'une fin d'après-midi au Canet, le peintre n'évoque pas seulement, si vous voulez, le rituel quotidien d'un repas, mais au-delà de son, comment dire, de son aspect anecdotique, sa composition révèle autre chose, en partie par le traitement de la lumière qui enveloppe le tout d'une incertaine sérénité. Et la scène est en effet un huis clos. Vous voyez, il n'y a aucune échappatoire possible, c'est un huis clos solaire, qui est si caractéristique des intérieurs de Bonnard. Et l'atmosphère, au fur et à mesure que vous le regardez, se décrypte peu à peu, hein. Il est possible de voir autre chose que ce qui nous est donné de voir, hein. Vous voyez Marthe à gauche, si vous arrivez à la distinguer, la femme du peintre, donc qui est encore une fois à la périphérie du tableau. Elle est attablée devant une table chargée d'objets, donc c'est une magnifique nature morte, hein. Mais elle est penchée sur un chat quasiment invisible que vous voyez ici, euh, qu'il est invisible, pardon, invisible au premier coup d'œil. Et si la communication s'établit entre eux, il y a un autre protagoniste de la scène hein, qui est hors champ probablement, puisque un couvert est dressé à l'opposé et qui semble exclu de ce dialogue silencieux. Alors on peut dire, est-ce qu'il s'agirait de Bonnard lui-même? Très probablement, parce qu'on sait que Bonnard vivait seul avec Marthe en proie à une misanthropie maladive, comme je l'ai dit depuis le début de mon intervention. Et elle ne supportait presque exclusivement que la présence d'animaux ou de son mari, et comme ce chat d'ailleurs que l'on distingue à peine. Alors, il y a vraiment ce sentiment d'isolement, hein. Bonnard s'attache à la préciosité de la matière. Vous voyez le rendu sur la nappe. J'espère que d'ailleurs un jour vous arriverez à venir le voir au Canet, parce que de voir à travers cet écran, c'est beaucoup plus difficile. Et la préciosité des tableaux de Bonnard et son rendu de la couleur, c'est quand même assez plat à travers cet écran, ce qui est un peu dommage. Alors, contrairement à certaines salles à manger peintes à Arcachon, à Vernon ou ailleurs, ou à Canet, la composition n'offre dans notre tableau aucune ouverture sur un jardin luxuriant pardon, ou sur une pièce attenante. L'espace est totalement clos et il crée cette sensation d'étouffement renforcée par le traitement coloré et vibrant du mur, la vibration colorée qu'il y a sur le mur. Et donc, de nombreux éléments soulignent cette expression de la solitude qui est notamment la chaise vide, l'assiette du premier plan et l'enfermement aussi de cette jeune femme. Et on perçoit dans l'ambiance confinée et silencieuse de ce tableau le reflet de la propre existence du peintre, hein, parce qu'à partir des années 30, son isolement s'accentue de plus en plus et il va vivre un tête-à-tête exclusif avec Marthe, et dont il avoue la sauvagerie complète. Et il faut bien dire qu'après, pendant les années de guerre qu'il va passer au Canet, au Canet qui est sur les hauteurs de Cannes, un petit peu isolé de la ville, si vous voulez, il va y avoir ce renforcement ténu de la solitude, mais qui va en même temps
À contrario, ça va vraiment nourrir sa peinture et son regard sur son environnement et sur la nature. Alors, dans les deux intérieurs suivants, vous voyez, c'est un petit peu le même type d'organisation, sauf que là, il y a un élément capital qui vient modifier notre perception, c'est celui de la fenêtre, hein. Et c'est durant un séjour de plusieurs mois au Canet qu'il va vraiment commencer une série d'intérieurs dans le petit salon du premier étage de sa maison, hein, qui est le domaine quasiment réservé de Marthe, parce que ce petit salon est situé à côté de la salle de bain, la fameuse salle de bain, et la chambre à coucher de Marthe. Donc, c'est presque ses appartements. Et de la porte-fenêtre, vous voyez qu'on aperçoit la mer et les collines environnantes. Et comme à son habitude, Bonnard concentre toute son attention sur plusieurs points forts du tableau. Marthe d'abord, qui est encore recroquevillée à sa table, comme dans l'exemplaire, l'exemple de droite, ou recroquevillée, mais de face, dans celui de gauche, qui appartient à une collection américaine. Et le paysage extérieur et surtout le radiateur, hein, dont les proportions sont démesurées, ou la bouilloire que vous voyez située sur la table à droite, ont des proportions irréelles. Mais la lumière, néanmoins, irradie tout l'ensemble et l'absence de perspective nous permet de voir dans la totalité des objets sur la table et donne une sensation d'espace par le contrepoint de la fenêtre. Alors si dans la composition, il accentue l'effet de la lumière sur le rendu des couleurs, on comprend combien ce type d'œuvre a pu intéresser les jeunes peintres d'après-guerre, hein. On pense bien sûr en France à Bazaine, hein, par exemple, qui a donné un certain nombre d'entretiens et il a beaucoup parlé de Bonnard. On pense aussi à Geneviève Haas, mais aux États-Unis, on pense irrémédiablement à Mark Rothko, hein, dont on voit précisément l'influence sur le côté un petit peu sacré de la couleur. Et dans ces deux peintures qui prennent pour modèle le petit salon du premier étage de la maison du Canet, il multiplie vraiment son analyse de la lumière et il s'invite même, comme ici dans celui-ci, il s'invite même dans le tableau, hein. Vous voyez ici le reflet du peintre qui est probablement face à Marthe. Alors toujours, il ne cessera de s'intéresser à la fenêtre jusqu'à la fin de sa vie, comme vous pouvez le constater avec ces deux magnifiques œuvres dans lesquelles le sujet est toujours présent et la présence de la nature y est toujours prégnante, hein. Donc, en parlant de la nature, j'ai totalement fait l'impasse de l'importance des paysages et de la nature dans l'œuvre de Bonnard, mais parce que la nature, c'est un tout pour lui et il ne s'agit pas simplement du paysage, mais ça impacte aussi sa façon d'être, à la fois aussi dans ses sujets d'intérieur. Alors, je fais d'ailleurs une parenthèse pour dire que le lieu de création pour Bonnard est important, mais il avait coutume en même temps de commencer un tableau quelque part et de le terminer ailleurs. Et sa façon de travailler était assez libre puisqu'il il ne travaillait pas sur châssis, mais il travaillait sur une toile libre qu'il épinglait sur un mur ou sur le mur de sa chambre d'hôtel ou d'un atelier. Et ça lui permettait à la fois de ne pas penser à l'avance à un format, mais aussi donc d'avoir cette grande liberté de travailler à plusieurs sujets en même temps sur le même morceau de toile et ensuite de le mettre sur un châssis. Donc, il roulait sa toile et il l'emmenait là où il voulait. Donc, un paysage commencé dans la lumière du midi et terminé en Normandie avait une tonalité finalement unifiée et n'avait pas forcément la marque en dehors du lieu de création de son sujet. Alors, j'ai dû aller très vite et il est impossible de vous montrer en une heure toutes les œuvres majeures de Bonnard, comme je vous le disais tout à l'heure, et notamment les paysages qui sont une part très importante et centrale de son œuvre, mais l'important, c'est que vous ayez une meilleure idée de l'œuvre très vaste de cet artiste et que l'on a commencé à redécouvrir seulement au début des années 80 grâce à une exposition organisée au Centre Pompidou en 1984, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, à cause du procès, il y a eu 20 ans de procès, donc les œuvres étaient restées dans des coffres enfermés et on ne voyait pas les dernières années du peintre. Elles étaient invisibles à la fois au grand public, mais aussi à la recherche et aux historiens d'art comme aux conservateurs. Donc il y a un retard dans l'étude de l'œuvre, pas un retour
pas un retard dans l'étude de l'œuvre, mais un retard dans l'appréhension de la globalité de l'artiste. Et en 1914, d'ailleurs, le peintre Pierre Laprade déclarait déjà que Bonnard, dans la peinture moderne, a une place unique. Alors, il ne croit pas si bien dire, hein. Son œuvre n'a cessé d'évoluer entre la fin du 19e siècle, depuis l'aventure Nabi, et la première moitié du 20e siècle, durant laquelle, progressivement, Bonnard s'est forgé vraiment une identité indépendante, à la fois proche et loin des préoccupations de son époque, hein. Et constatant que la marche du progrès s'était précipitée, qu'elle ne lui a pas laissé le temps, ainsi qu'à ses amis, de poursuivre le travail sur la couleur, et il déclare lors d'une interview d'une d'une journaliste suédoise en 1937, il lui déclare: «La société accueillit le cubisme et le surréalisme avant que nous eussions atteint ce que nous avions considéré comme notre but. Nous nous trouvâmes suspendus dans l'espace en quelque sorte.» Alors, malgré tout, la richesse de sa peinture n'a pas échappé à Matisse, alors au fait de sa gloire, ni même aux jeunes Balthus et Bazaine, comme je le disais tout à l'heure, qui voient en lui le peintre de l'avenir parce qu'il s'intéresse à la nature profonde du monde, en fait. Et regardez ces dernières peintures, que ce soit ces baigneurs à la fin du jour que vous avez sous les yeux, que ce soit ces amandiers en fleurs, et notamment celui de droite qui est dit être son dernier tableau, hein. C'est un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé parce que l'amandier, c'est le symbole, ça symbolise l'émergence du printemps, le renouveau. Et donc, il avait cet amandier devant la fenêtre de sa chambre il y avait une sorte de rapport animique entre lui et la nature qui était fondamental. Et quand on regarde aussi ces derniers autoportraits, vous voyez un peintre qui a poussé le plus loin possible, si vous voulez, sa place dans la vie par un lien indéfectible avec la nature et avec tout le domaine du vivant, parce que pour lui, ce lien reste la marque de notre présence au monde. Alors pour finir, je ne résiste pas pour finir, parce que je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'affiche d'une exposition fantôme pour l'instant, hein, qui est actuellement accrochée au musée Bonnard. Et je ne désespère pas, comme nous tous, de pouvoir ouvrir nos établissements. Et je vous montre, bien que vous avez eu un très beau PowerPoint tout à l'heure de l'Université libre de Saint-Germain pour vous montrer le musée, et je ne résiste pas de vous inviter à venir le plus tôt possible au musée Bonnard dès que ça sera possible. Merci à vous. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation, j'ai envie de dire, j'aurais envie de dire émouvante, parce que moi qui ai lu un certain nombre de livres sur Bonnard et je crois avoir vu l'essentiel des dernières expositions sur l'artiste, j'ai passé un très bon moment. Donc infiniment merci pour cette merveilleuse immersion dans l'œuvre de Bonnard. Le dernier des nabis, hein, je le rappelle pour notre public, puisqu'il est mort en 1947, donc c'est le dernier survivant de Oui, notre c'est groupe. vrai. Oui. Ah oui, le dernier des nabis. Alors cette conférence qui nous a vraiment, je trouve, permis d'embrasser toutes les techniques abordées par l'artiste, alors que ce soit l'affiche, l'estampe, la lithographie, la peinture, et en abordant en plus avec cette présentation chronothématique tous les thèmes qui lui étaient chers. Alors on a du plus menu objet jusqu'au thème des enfants que tu as bien présenté, et surtout les femmes, avec ce passage émotion sur le suicide de René. C'est vrai qu'on est ça a bien fonctionné là, on est c'est le biopic. Ouais, je suis Et désolée d'avoir fait un peu, mais ça participe néanmoins à oui, ce oui, oui. qui est devenu, hein. Et puis conférence, je dirais assez étonnante, jusqu'aux excellentes photos reportages de la salle de bain au Canet. Alors c'est vrai que moi je connais pas Bah, les lieux. oui, c'est intéressant de voir les lieux quand même. Alors moi, je reporterai, je donnerai quelques-unes des questions qui ont été posées, mais j'en aurais d'abord, j'aurais une première question et une remarque, si tu pouvais nous parler d'un point. Le premier point, c'était la question des sources, effectivement, pour aborder l'œuvre de Bonnard. Alors je dis ça parce que on a la chance, nous, pour Maurice Denis, d'avoir des archives pléthoriques dans de nombreux fonds, à commencer par celui du musée Maurice Denis lui-même. Et
Je voulais savoir, tu as cité, alors j'en étais ravie parce que je connaissais pas ces lettres de famille, la lettre à son père ou la lettre à sa mère. On connaît mieux, certaines des correspondances comme celle à Georges Besson ou à Matisse. Mais, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les sources, d'archives? Parce qu'effectivement, c'est une vraie Je question. me doutais que tu allais me poser cette question. Toi qui Pardon. as la tête d'archives pléthoriques, comme tu dis, eh ben pour Bonnard, c'est beaucoup plus compliqué. Elles sont un peu dispersées, malheureusement. C'est les lettres que j'ai pu citer, ben, ce sont des lettres qu'on essaye d'acheter au musée parce que dans mon projet, j'essaye de réaliser un centre d'archives et de recherche sur Bonnard parce qu'il y a une réelle nécessité, même s'il y a quelques éléments réunis à l'INHA, dans les collections de l'INHA. Il y a des éléments aujourd'hui qui sont bien sûr au musée Bonnard, et puis après, il y a des éléments épars dans la famille. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Quand Antoine Terrasse était vivant, qui est le spécialiste au XXe siècle de l'œuvre de Bonnard, c'était un peu plus accessible. Donc, je dois dire que pour moi, c'est un sujet difficile, mais qu'on va essayer de solutionner parce qu'il est important que Bonnard puisse être étudié par des étudiants, par des chercheurs, que la connaissance soit au même niveau que celle d'artistes comme Matisse aussi, qui conservent des archives importantes. Donc, on ne peut pas avoir une connaissance suffisamment aiguë et pointue sur Bonnard, mais ça est l'apathie aussi du long procès, ça je le disais en conclusion, d'un long procès qui a occulté la connaissance de son œuvre de ces 20 dernières années. Donc, pendant longtemps, on a pensé que Bonnard était simplement nabi et appartenait au 19e siècle, ce qui n'est pas le cas. Il meurt en 47 et il ouvre la voie, comme vous avez pu le voir avec les dernières œuvres que je vous ai montrées, à autre chose. Et ça va d'ailleurs être le sujet d'une de nos expositions pour les 10 ans du musée, qui va s'appeler Les enfants de Bonnard, c'est-à-dire la postérité de Bonnard, mais aussi surtout sa pertinence par rapport au monde à venir. Donc ça, c'était important. J'espère que je pourrai la mener à bien parce que personne ne sait ce qu'il adviendra cette année encore pour nos institutions. Voilà, donc les archives, c'est un sujet très important pour les artistes. Hein. C'est un sujet important, merci pour cet éclaircissement et à ce point de vue-là, je trouve que c'est un des rôles effectivement d'un musée monographique qui est de promouvoir, l'artiste, mais aussi de récolter les fonds, d'être, aussi, de sauvegarder la mémoire, Oui. qu'elle soit, matérielle ou, immatérielle et à ce point de vue-là, c'est vrai que je voulais le dire en introduction dans la présentation initiale et j'ai oublié de le faire, c'était aussi de dire, aux auditeurs, l'ambitieuse politique d'acquisition du musée Bonnard, hein, je trouve qui doit être relevée. Tu as montré quelques-unes des belles acquisitions que tu as pu faire ces dernières années, le boulevard ou je pense au New Orange. Voilà, c'est vrai Non, que je l'ai dans pas montré, mais c'est ouais, vrai ouais. qu'on a une belle politique d'acquisition. J'ai beaucoup de chance et justement aussi, on achète aussi des archives, donc des livres illustrés par Bonnard qui sont très importants dans l'étude de son œuvre ou des dessins préparatoires. Et je salue comment dire, l'équipe municipale qui soutient des achats qui pourraient paraître non prioritaires, alors que c'est vraiment très, très important. Oui, oui, ça mérite d'être souligné parce Oui. qu'effectivement, les budgets d'investissement pour les acquisitions pour les musées, les collections étant nombreuses à gérer, souvent, c'est des choses qui sont en baisse. Et par rapport à ça, je voulais poser aussi une question par rapport aux photographies. Est-ce qu'il existe des livres sur les photographies de Bonnard et je pose cette question avec une arrière-pensée qui nous ramène à Saint-Germain-en-Laye, c'est les photographies faites par André Hostier. Je ne sais pas s'il y a Oui, je des le connais projets bien, bien sûr. oui, voilà, s'il y a eu des expositions ou des projets de Alors, présentation, c'est alors tu posais la question sur les photographies sur Bonnard ou de Bonnard? Sur les Bonnard, 2. les 2. Bah, il y a un projet d'exposition sur Cartier-Bresson, sur l'ensemble des. Parce que, en fait, tous les grands photographes sont venus voir Bonnard, que ce soit Brassailles, Cartier-Bresson, Hostier, Gisèle, comment dire,
Chadourne, pardon, dont le fond est au Musée national d'art moderne. Enfin, il y a beaucoup de photographes. Gisèle Freund, qui est celle qui aura fait des photos en couleur hein, en 1946 de Bonnard. Mmh. C'est les seules photos en couleur connues. Il y a déjà eu une exposition qui s'appelait Bonnard photographe, Bonnard photographié au Canet avant l'ouverture du musée. Donc, ce n'était pas une priorité d'en faire une tout de suite, mais il y avait ce projet Cartier-Bresson parce qu'on connaît que quelques clichés et de Bresson, de Cartier-Bresson, et on montre toujours les mêmes. Et c'était important de voir aussi cet attachement que Cartier-Bresson avait à Bonnard. Et d'ailleurs, en 2006, quand il y a eu une exposition à la ville de Paris, il avait été interviewé et puis il a eu des paroles vraiment magnifiques. Et puis il y a aussi, bien sûr, Hostier qui est à Saint-Germain-en-Laye. Et donc pour rapporter une des questions des auditeurs, Oui, parce que là, quand je ne les vois pas du tout, moi, les oui, mais questions. alors moi j'ai essayé de relever. Alors il y en a où j'ai répondu en direct parce que c'était des choses technico-techniques, donc j'ai pu répondre pour éliminer ça au cours de l'intervention. Une question par rapport à l'érotisme en fait dans l'œuvre de Bonnard et quelqu'un demandait est-ce que l'homme et la femme ou la femme assoupie ont provoqué le scandale à leur époque? Alors, elles n'ont pas eu le temps de provoquer le scandale parce qu'elles ont été tout de suite achetées par Thaddée Nathanson. Et D'accord. elles n'ont été montrées que très tard finalement. Donc, je pense que ce sont des œuvres qui auraient provoqué scandale si elles avaient été vues dans des expositions publiques. Mais elles n'ont pas eu le temps parce que Thaddée Nathanson les a acquises et elles étaient dans ces salons. Donc, à part les visiteurs de la maison de Thaddée Nathanson et de Missia Nathanson, ça n'a pas pu provoquer de scandale. Par contre, le livre parallèlement, qui est quand même un livre audacieux, dont j'ai montré le rapprochement avec l'Indolente, a pu provoquer, mais comme c'est un livre, c'est un ouvrage qu'on ouvre, donc il n'est pas donné à la vue de tout le monde. Donc ce n'est pas le même type comment dire, de scandale. Oui. Mais il y avait, malgré tout, le garde des Sceaux avait autorisé l'ouvrage de l'édition parallèlement. Alors dans la série, alors moi j'ai pas relevé d'autres questions directement du public et il est déjà 16h10 donc on va peut-être devoir, bientôt, fermer. Désolée, Je avec les problèmes techniques, j'ai été oui, bah, bien sûr, oui, oui, non, non, mais en même temps c'est bien, on n'a pas de problème de réservation de salle qui nous vire parce qu'il y a un autre conférencier derrière, donc c'est bien, profitons-en. Moi, j'avais envie de partager en fait deux lectures que j'ai pu faire et une en particulier grâce à toi, de deux livres que je conseille vraiment à tout le monde. Alors je sais pas dans quel ordre, celui-là a peut-être été plus médiatisé, c'est L'Indolente de Françoise Cloarec qui permet vraiment de rentrer dans l'intimité de Marthe, la vraie, si je puis dire, la vraie identité et l'identité dans la peinture de Bonnard et qui est sur un mode romanesque mais qui est, je trouve, assez saisissant. Et cette petite biographie qui existe en en, poche. en poche, voilà, le Jardin secret de Bonnard, donc la biographie d'Olivier Renaud, qui là aussi, en peu de pages, nous apprend beaucoup de choses. Et je crois, mais c'est peut-être un secret, je crois savoir que tu prépares une biographie aussi sur Bonnard. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ou c'est pas, c'est Enfin, secret, il faut pas le dire. je vais quand même signaler aux auditeurs qu'il y a eu sur la 5 il y a quelques jours la diffusion d'un documentaire sur Marthe fait en collaboration avec Françoise Cloarec qui a écrit Ah oui, L'Indolente et qui est à mon avis visible sur YouTube. Donc c'est aussi romancé, mais oui, néanmoins c'est ça. il y a toujours une part de vrai dans le roman. Et voilà. Et pour la biographie, non, j'écris pas une biographie, j'écris une chronologie très détaillée. Et ça Ah, demande, justement, c'est toujours la même question, on revient aux archives. Donc, et elle ne sortira pas tant que j'aurai pas pu étudier de façon plus approfondie certaines archives. oui, Voilà. oui, c'est C'est une le péril des chronologie plutôt qui sources. est très intéressante, mais c'est toujours la problématique des sources. Et dans cette chronologie, on apprendra peut-être tout sur la résidence de Bonnard à Saint-Germain, qui nous Oui, fait rue tant Voltaire. de questions. Il faudra qu'on envoie des chercheurs sur site pour nous aider à localiser tout ça. Voilà. Enfin, en tout cas, avant de conclure et pour te remercier, rappeler donc aux gens qui ont assisté à la conférence et à tous ceux qui le regarderont en différé ensuite, rappeler donc notre prochain rendez-vous pour suivre ce cycle de conférences sur les nabis aux sources de l'art moderne, donc le 9 février, donc dans 3 semaines, si je compte bien. Mathias Chivot nous présentera l'œuvre de Vuillard avec un axe original sur finalement le drame domestique.
Voilà, donc merci beaucoup, Véronique, de nous avoir apporté le Merci, soleil de l'œuvre de merci. Bonnard et le soleil de la Côte d'Azur, dans le ciel gris de Saint-Germain.